Voilà. Bonjour, je suis Eric Joie, organisateur de l'événement Un week-end pour rencontrer des cryptozoologues qui se déroulera le 16 et 17 avril 2016 à Dinan en Belgique. Dans cette série de vidéos, je vous invite à découvrir les intervenants francophones qui vous présenteront une ou plusieurs conférences parmi les 9 conférences que nous vous proposons lors de ce colloque. Après Grégory Bossard, Michel Rénal, Philippe Coudray et Jean Roche, ce soir nous accueillons Aurore Bossard des Ramons. Alors, bonsoir Aurore. Bonsoir. Explique-nous un petit peu qui tu es d'abord, quel est ton parcours scolaire, etc., etc., tes diplômes, voilà. D'accord, très bien. Donc déjà, je préviens dès le départ, mon parcours scolaire est un peu en fait atypique, surtout s'il faut le replacer là dans le contexte du colloque, de tout ce que je fais là et tout ça. Donc voilà, je vais essayer de tout expliquer de manière claire et de le rendre compréhensible. Donc déjà, moi de base, je n'ai pas particulièrement un intérêt pour la zoologie, mais plus en fait pour l'humain. Donc depuis très très longtemps, j'ai en fait un intérêt pour les cultures lointaines, et que ce soit d'un point de vue géographique ou historique. Et ce qui m'a donné envie de faire un métier autour de tout ce qui était histoire, archéologie. J'avais aussi à côté un intérêt particulier pour l'Asie, surtout le Japon. Et je me rappelle qu'à l'époque, en fait, on avait accès à très très peu de connaissances. Alors quand tu dis à l'époque, ça remonte à Ça l'Antiquité ou bien au 19e siècle? remonte à mon enfance, donc il y a presque une trentaine d'années, enfin une vingtaine, une trentaine d'années. Donc il y a, D'accord. voilà. Voilà. Donc ça, il y a cette époque-là, en fait, tout ce qui était justement par rapport au Japon, à l'Asie et tout ça, il y avait, on ne savait pas beaucoup de choses. Et ce qu'on savait, c'était surtout par la culture populaire, par les dessins animés, les films. Donc on avait surtout accès à des représentations, à quelque chose de pas très défini. Et je pense que tout ça, en fait, ça a rendu pour moi l'Asie et surtout le Japon très attirant et parce que très mystérieux. Donc ça m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus. Et du coup, après le lycée, je me suis inscrite en études japonaises dans l'espoir d'apprendre la langue, mais surtout en fait de partir au Japon faire des études sur ce pays-là. Et mais malheureusement, ça ne m'a pas beaucoup plu, les études japonaises. Et j'ai rencontré quelqu'un par contre pendant ces études qui m'a parlé de l'anthropologie, donc les études sur les hommes et la culture en fait. Et ça m'a beaucoup plu et je me suis dirigée du coup vers un master d'anthropologie où j'ai Mhm. travaillé du coup sur le numérique au Japon et notamment les relations entre les gens au Japon autour du numérique. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Et maintenant, je fais une thèse en sociologie autour des écrivains amateurs. Et en fait, moi, ce que j'étudie plus particulièrement, en fait, c'est comment j'essaye de comprendre comment les échanges se Mhm. construire autour d'une pratique, donc du coup, le pratique d'écriture, par exemple, et comment ces échanges contribuent à construire justement la pratique de l'écriture en elle-même. Donc Voilà, ça me voilà. semble un peu complexe tout ça. Hein. Non, non, en fait, c'est très simple. C'est par exemple, je sais pas, on écrit sur un auteur en particulier. Et en Ouais. fait, les échanges qu'ont les gens en écrivant, par exemple, le fait d'écrire ensemble, en groupe, ou pas, le fait de se référer à notre univers ou autre, ça contribue aussi à construire justement tout l'univers de cette pratique-là. Je pense que quand j'en parlerai davantage appliqué au cas de la cryptozoologie, ce sera beaucoup plus À tout à compréhensible. l'heure. Voilà Bien. que voilà. Alors, dis-moi, ben justement, comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à la cryptozoologie? Alors ça a été justement mon entrée en master. Donc voilà, pour moi l'anthropologie ça a changé beaucoup de choses parce que justement en master j'ai rencontré un autre intervenant de la journée, voilà, avec Grégory Bossard, qui est Bien. actuellement mon mari. Et Ah bon. il venait d'arriver sous la direction de la même directrice que moi, en fait. Et il travaillait justement sur la cryptozoologie au Japon. Donc du coup, Bien. c'est par ses travaux à lui que j'ai découvert la cryptozoologie et par tout l'intérêt et tout le savoir qu'il avait autour de ça. Et c'est aussi quand j'ai connu par son intermédiaire tous les travaux de Marie-Jeanne Kaufmann que Qui, rappelons-le, est la tête de file, ou était en tout cas, mais elle vit toujours, hein, elle n'est pas décédée aujourd'hui, malgré son grand âge, 95 ou 96 ans. Elle est la tête de file des recherches sur l'homme sauvage du Caucase notamment et de la Russie. L'homme sauvage qui est un peu, grosso modo, on ne va pas entrer dans le détail ici, mais en grosso modo le pendant du Yéti. Voilà. Elle a étudié sur le terrain pendant 50 ans là-bas en Russie ces créatures-là.
Voilà pour resituer Marie-Jeanne Coffin, parce que tout le monde ne la connaît pas. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et moi, j'ai trouvé que ces recherches, en fait, étaient passionnantes. Donc, c'est par là, on va dire, que j'ai commencé à m'intéresser à la cryptozoologie. Et par le cas appliqué des travaux de Grégory au Japon et par Marie-Jeanne Kaufmann. Voilà. Bien, oh là là, ça fait d'études d'auteur et compagnie à la cryptozoologie, ça fait un détour un peu atypique, je vais dire. Hein. Oui. Bien, dis-nous alors, maintenant, pourquoi, dis-nous d'abord de quoi tu vas nous régaler lors de ce week-end du 16 et 17 avril, du 16 au 17 avril, du 16 au 17 avril, pardon, excuse-moi, c'était le GSM qui est un SMS qui m'arrivait. Donc, de quoi vas-tu nous régaler le 16 et 17 avril 2016 à Dinan? Et donc, Dinan en Belgique, pas Dinan en Bretagne, hein, il ne faut pas confondre les deux, même s'ils sont jumelés. Donc, voilà. Donc, en fait, ouais, comme je l'ai expliqué, moi, je travaille donc sur l'humain. Et ce qui m'intéresse, là, dans ce cas-là, c'est pas les cryptides, mais la manière dont, en fait, se construit la cryptozoologie autour justement Bien. des cryptides et de la pratique. Donc en fait, ce que je vais essayer de montrer, c'est comment la culture populaire, donc le sujet qui m'intéresse de base pour mes travaux, construit dans ce cas-là la cryptozoologie à travers des cryptozoologues, de leur parcours, de leurs intérêts, de leurs pratiques, bref, de toute leur vie en fait. Et pour essayer de montrer ça, pour l'illustrer, je parlerai de plusieurs cas de parcours, autant historiques comme les cas par exemple de Wellmans ou de Marie-Jeanne Kaufmann, ou encore de cas beaucoup plus contemporains que par exemple que j'ai rencontré personnellement ou Grégory a rencontré, voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu concret? Voilà, quelques lignes, un paragraphe, je sais pas moi. Par exemple, le cas d'un japonais qui, depuis tout petit, en fait, s'est intéressé à ce qu'il appelle lui les monstres. Donc voilà, c'est le début de son intérêt, et notamment par la culture populaire américaine. Et tout ça, en fait, cet intérêt-là pour le pendant américain on va dire de la cryptozoologie et non le pendant japonais, a influencé tout son parcours. Et il a construit toute sa pratique autour de ça, de la cryptozoologie occidentale. Et du coup, il en est devenu actuellement le représentant. Enfin, je sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais grosso modo, son intérêt en fait pour une culture populaire autre a déclenché un intérêt pour la cryptozoologie de ce pays-là, et il a contribué à... Du pays du Japon, bien du pays étranger par rapport... étranger, justement. D'accord. L'intérêt. Il a développé, en fait, un pendant qui n'était pas le courant culturel de son pays, en fait. Oui, et il l'a ramené vers son pays ou pas du tout? Bien, il s'est tout à fait... Non, il est maintenant devenu le représentant de cette pratique-là, de la pratique du coup du pendant occidental dans son pays. Il est très reconnu pour ça. C'est un des principaux représentants. Ce n'est pas le fondateur, mais c'est le représentant. D'accord. Et il s'intéresse à quel type de sujet? À des sujets qui viennent du Japon? À des sujets Et non, justement, à des sujets qui viennent de l'Occident. On va dire que c'est plutôt les sujets occidentaux appliqués au cas japonais. J'ai pas bien pigé. J'ai pas bien compris. Comment le sujet occidental appliqué au cas japonais? Donc, ces sujets d'études, c'est les cryptides étrangers ou ce sont les cryptides japonais? C'était là ma question. Ce sont les cryptides étrangers, mais appliqués au cas japonais. C'est là justement toute l'ambiguïté, toute la richesse de ce sujet-là. Parce que par exemple, il y a des créatures qui justement sont typiques juste du Japon. Oui, bien sûr. Et lui, ça ne l'intéresse pas. Par contre, les dossiers cryptozoologiques des autres pays, de les appliquer dans le sien, c'est ça qui l'intéresse en fait. Oui. Bon. C'est très particulier, ça peut sembler complexe, mais ça ne l'est pas. Ça semble, oui. As-tu un exemple occidental? Occidental dans ce sens-là? Oui. Non. Puisque tu me dis puisque tu me dis que tu étudies Heuvelmans, que tu as étudié Bernard Heuvelmans, qui est donc le fondateur de la cryptozoologie, Marie-Jeanne Kaufmann, etc. Comme ça justement pour l'aller-retour, parce qu'en fait, si tu veux, là, ce dont moi je veux parler aussi, c'est justement cet aller-retour qu'il y a entre la culture populaire et la cryptozoologie. Tout à fait. Voilà. Et par exemple, ce monsieur-là a adoré la culture la culture populaire occidentale, en a développé des pratiques cryptozoologiques autour, et finalement, ça rejoint aussi le populaire par son métier d'écrivain. Voilà. Et par exemple, tu as le cas de Wellmans aussi, pour prendre un exemple connu, qui par ses relations avec Hergé, justement, a influencé aussi justement la culture populaire. Il y a beaucoup en fait d'aller-retour comme ça entre la pratique cryptozoologique et la culture populaire.
Parce que Wellmans, justement, pour ceux qui ne le savent pas, a été le conseiller de Hergé lors de la création, l'élaboration de Tintin au Tibet. Wellmans lui a passé les documents, lui a indiqué comment il fallait représenter le Yéti à cette époque-là, tel qu'on l'imaginait bien sûr à cette époque-là. Les choses ont changé depuis, mais enfin, bon, on ne va pas entrer dans ces détails non plus ici. Donc, à partir des informations que lui a fournies Wellmans, Hergé a pu reproduire le Yéti et le contextualiser au sein de l'histoire Tintin au Tibet. Voilà. Pour rappeler aux gens un peu la liaison entre Wellmans et Hergé, où elle se trouvait. J'ai aussi dit, il avait même été plus loin, je crois, mais là, je mets des réserves, où il avait conseillé Hergé sur, on a marché sur la Lune et objectif Lune également, puisque Wellmans ne s'était pas intéressé qu'à la cryptozoologie, mais aussi à la relation de l'homme et des étoiles. Voilà, donc il y a eu plusieurs façons. Plusieurs types de relations qu'ils ont eu ensemble, enfin sur plusieurs sujets, ils ont eu des relations ensemble et pas uniquement sur la cryptozoologie. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Après, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est quand justement tu vois qu'il y a des jeunes cryptozoologues qui ont aussi démarré parce qu'ils étaient intéressés justement par les œuvres d'Hergé, c'est là que tu vois comment tout ça en fait se compte. Justement, oui. Hier nous avions eu justement un des conférenciers qui est Jean Roche, que les auditeurs peuvent, enfin, ou les spectateurs peuvent retrouver d'ailleurs dans cette série. Eh bien, lui, il est arrivé également à la cryptozoologie par Tintin au Tibet. Il m'a dit d'ailleurs que ça lui avait flanqué toute une nuit de cauchemars à ce moment-là. Je sais pas quel âge il avait. J'étais fort étonné parce que je ne vois pas dans Tintin au Tibet sujet à avoir des cauchemars la nuit. Mais bon, chacun réagit peut-être un peu à sa façon. Et que depuis, il s'y était fortement intéressé à tout ce qui touchait aux hommes sauvages, aux Yétis, aux Bigfoots, etc., etc. Donc, ce que tu dis, ouais, ça c'est la preuve vivante. D'ailleurs, je crois qu'il le dit je suis même sûr qu'il le dit dans l'interview, que c'est un Tibet qu'il a, c'est parfait. qu'il a lancé, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, il fera une conférence, je crois que vos deux sujets seront un petit peu connexes, puisque lui, il fera une conférence sur la représentation de l'homme sauvage à travers l'art, à travers la représentation populaire et compagnie, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis sûr que vous aurez des points de connexion. Ça promet d'être intéressant. Voilà. Bien, eh bien, moi, il me reste une chose à faire, c'est d'inciter les gens à venir t'applaudir, à venir t'encourager, puisque c'est ta première intervention, il faut le dire. Hein. Donc, ce sera pour toi aussi une découverte de ce colloque. Tu peux demander à Grégory, lui, c'est la 3e, 4e fois qu'il vient, et s'il est venu et qu'il revient, c'est que quand même, il y a un certain intérêt et une certaine ambiance, n'est-ce pas, que tu vas pouvoir découvrir. Et donc, j'incite les gens à y venir également. Ils découvriront non seulement ta conférence, mais également 8 autres conférences sur des sujets aussi divers que variés, comme on dit. Et aussi l'occasion de te rencontrer, de rencontrer les autres intervenants, les autres également, les autres spectateurs, les autres participants, je dirais aussi, parce que et c'est ça qui fait la particularité un petit peu, c'est le côté convivial, le côté accessibilité des gens. Ils mangent tous ensemble, on se voit aux pauses, on se voit le soir autour du bar là-bas à l'hôtel et compagnie. Donc il y a quand même une certaine ambiance et c'est pour ça je crois que les gens reviennent aussi à cause de ce côté convivial et échange, la possibilité de faire des échanges. Voilà, donc je te remercie pour ton intervention.